Merci à vous, merci pour cette invitation. La question effectivement qu'on pose aujourd'hui, elle est au cœur, j'allais dire, de notre histoire, et elle est au cœur d'un moment très particulier de notre histoire et de questions que nous posons en ce moment. Répondre à la mission, répondre à la raison d'être d'Orange ne peut pas se faire sans repartir de l'histoire d'Orange. Une histoire particulière, vous la connaissez en partie, faite à la fois d'accidents, de résilience, faite de force et de puissance, parce qu'Orange est un leader, mais aussi avec ses fêlures. Et c'est aussi ça que nous gérons quand on est un dirigeant, surtout peut-être chez Orange, et c'est un petit peu de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, à la fois des convictions, des doutes, du chemin qu'on emprunte. Je ne suis pas là où est la CAMIF, et nous n'y sommes pas complètement. Nous sommes toujours sur un chemin un peu escarpé, mais je pense avec des convictions et déjà des transformations extrêmement lourdes. Se poser la question de la mission, de la raison d'être pour nous, c'est d'abord aussi être conscient de la mission que nous avons, qui est une mission très opérationnelle, très concrète. Orange, c'est un opérateur de réseau, ça vous le savez. Il est né d'une histoire particulière, France Télécom, ADN Service Public, d'une crise sociale aussi, qui a eu lieu en 2009. Et puis, il renaît en 2000, dans les années 2010, 2011, et il renaît en pleine révolution numérique, avec aussi cette deuxième, j'allais dire, lame, qui est la révolution numérique, qui aujourd'hui traverse le monde, traverse notre vie quotidienne, tous les jours, la vôtre, la mienne, traverse évidemment les sociétés, traverse l'économie, traverse les entreprises. Et Orange a une particularité, c'est qu'à la fois, nous sommes celui qui construit cette révolution numérique, parce que sans les réseaux, il n'y aurait pas de révolution numérique, et en même temps, on la vit de plein fouet. On la vit de plein fouet, en ayant été un opérateur historique, en ayant dans nos gènes encore cette notion de service public et en ayant besoin de faire des transformations extrêmement fortes et radicales. Donc la première chose que nous avons faite ces dernières années, c'est de réconcilier. C'est de réconcilier, de concilier, de trouver la voie de cette nouvelle entreprise qui avait dans son ADN cette notion de service public, donc cette notion au final de responsabilité sociale d'entreprise, de la retrouver après une crise sociale importante, de la réinventer à l'aune de la révolution numérique et de lui redéfinir une nouvelle voie qui est la nôtre, qui ne peut pas être celle des autres, parce qu'effectivement c'est notre entreprise, c'est notre histoire, et qui, je le dis toujours, j'ai moi souvent l'impression, je suis une randonneuse, d'être sur une crête en permanence, avec une forme de déséquilibre permanent. C'est aussi pour ça que je suis là ce soir, pour vous parler de déséquilibre. Et puis parce qu'en étant là ce soir, je me nourrirai de tout ce que j'ai entendu ce soir pour rester en équilibre avec mes équipes. Et on est nombreux, on est 70 000, donc il faut être 70 000 en équilibre. C'est un boulot pas facile, mais on y arrive. Donc dans ce que nous avons fait, nous avons déjà essayé de redéfinir comment nous allions vivre cette révolution numérique qui va transformer l'entreprise. Et nous avons choisi volontairement, il y a quelques années, d'être un acteur digital et humain. Et fondamentalement, c'est un choix fort que nous avons fait par rapport à nos compétiteurs. Très honnêtement, si vous comparez Orange à Deutsche Telekom, à Telefonica, à BT, nous avons fait le choix de rester une entreprise ancrée dans les territoires, en proximité, très nombreux, nous sommes 70 000, d'avoir fait le choix de garder de l'emploi, d'avoir gardé nos effectifs, tous nos salariés, quels qu'ils soient, avec parfois leurs difficultés, mais surtout de rester un acteur de proximité. Là où toutes les entreprises ont centralisé, nous avons fait le contraire. À partir de 2010, nous avons décentralisé. Nous avons remis la responsabilité en proximité. Et ça, c'est une responsabilité, j'allais dire, d'entreprise importante, parce qu'au final, on allait à contre-courant de tout le mouvement économique. Et on a fait ce choix-là avec Stéphane Richard, qui était un choix courageux à l'époque, parce que là, les investisseurs, je rencontre à peu près les mêmes que Denis, qui ne me parlent jamais des équipes, jamais de RSE, jamais de ces choix courageux que nous avons faits, mais toujours des EBITDA et de profitabilité. Donc voilà, on doit avoir à peu près les mêmes, même si ce n'est pas le même secteur. Donc on a déjà essayé de réconcilier cette histoire-là et on a fait des choix. Effectivement, digital et humain, ça veut dire de garder des services clients importants, de garder des boutiques importantes à travers nos territoires, de garder des techniciens d'intervention, de garder au final tous ces gens qui sont face à nos clients tous les jours. Et donc, certes d'automatiser, de digitaliser, parce que nous avons fondamentalement digitalisé l'entreprise à presque 50% d'un certain nombre d'activités, mais nous l'avons toujours fait en gardant cet équilibre-là, parce que globalement, on a toujours considéré que l'humain était plus important que le digital. Et c'est pas simple, très honnêtement, c'est pas facile. La deuxième chose que nous avons faite, c'est aussi, et que nous continuons de faire, un point qui a été soulevé à un moment, c'est de réconcilier les temps.
Quand vous êtes dirigeant d'entreprise, la grande complexité que vous avez, c'est de réconcilier les temps. Le temps court, celui de l'activité immédiate, du résultat immédiat, et puis celui à moyen terme de l'année, et puis celui du futur. Et nous aurions pu vaciller 1000 fois, parce que le low cost est venu nous disrupter, parce que nous avons vécu cette crise, parce que des crises, on en a eu énormément dans notre histoire. Et à chaque fois, je pense qu'on a essayé, et c'est une des convictions fortes que j'ai, c'est de travailler sur tous les temps, le temps court et le temps long, et de se dire qu'au final, nous étions là pour longtemps. Et quand on est là pour longtemps, on ne prend pas du tout les mêmes décisions que quand on est là pour peu de temps. Et c'est compliqué pour un opérateur historique, et un incumbent, comme on dit dans notre jargon, quand il est face à des acteurs dans son marché qui, eux, ne sont que dans le temps court et dans le coût. Et là encore, il faut résister. Et construire une responsabilité d'entreprise, c'est aussi ça. C'est accepter de se dire, je me mets en dehors du marché, je perds. Nous avons accepté de perdre pour ne pas faire du low cost, comme tu dis, et pour ne pas casser les prix. On a perdu 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans. Vous imaginez, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce n'est pas vraiment qu'on le voulait. C'est qu'on savait que globalement, la survie de l'entreprise, dans la durée, dans le temps long, c'était de ne pas plier sur le temps court. C'est pas facile, il faut le faire. Et là, on va voir les analystes, les financiers, on leur dit non, on ne pliera pas. On raconte une histoire à long terme, on raconte une stratégie à long terme, laissez-nous du temps, donnez-nous du temps. Et ça, c'est vrai que le marché ne vous en donne pas. C'est très important de penser à cette notion de temps et essayer de la réconcilier autant que faire se peut. Et c'est peut-être la chose la plus importante que j'essaye de faire avec mes équipes, de leur dire, mon rôle, c'est de vous soutenir au temps immédiat, et ma mission, c'est de vous aider dans le temps long. Ce n'est pas la même chose. Et c'est très compliqué parce que ça vous demande en fait en permanence de ne pas succomber aux sirènes, de ne pas succomber peut-être à la peur, de ne pas succomber à la pression. Et au final, je suis convaincue que les entreprises responsables, vertueuses, sont des entreprises qui s'inscrivent dans la durée. C'est exactement ce que vous avez dit, monsieur, à la CAMIF. C'est ça que vous avez fait. Vous avez fait du temps long et pas du temps court. Et ce n'est pas évident. Surtout que je crois que le Black Friday, un jour, va mourir. Ça, j'en ai à peu près la conviction. La troisième chose qu'on a essayé de faire aussi pour se reconstruire, pour trouver les voies de cette entreprise, c'est de donner la parole à des parties prenantes, beaucoup plus que nous ne le faisions avant. C'était une entreprise très fermée, Orange, enfin France Télécom en tout cas, très sûre, certaine de son histoire, certaine d'une forme de monopole d'État, d'hégémonie. Et ça aussi, c'est une révolution que de s'ouvrir aux parties prenantes, au pouvoir public, aux clients, énormément. Quand nous avons travaillé notre dernier plan stratégique en 2015, là on est à nouveau en train d'en travailler, on a interviewé 6000 clients. C'est énorme, qui nous ont emmenés dans tous les sens. Bon, après il a fallu un peu réconcilier tout ça, mais voilà. On s'est laissé bousculer par les clients et on essaye de continuer de le faire. On a donné aussi la parole à des parties prenantes dans le monde associatif. Ça faisait à peu près 4 ans qu'on essayait de sortir une offre coup de pouce, une offre qui doit aider des foyers qui sont effectivement dans des conditions financières extrêmement compliquées. Orange n'est pas l'opérateur le moins cher de France, vous le savez, je ne vais pas vous mentir. Et néanmoins, on avait la conviction que de par notre rôle, de par notre leadership, nos missions, on devait sortir une offre et on devait essayer de trouver les moyens de sortir une offre avec des partenaires qui pourraient être accessibles au plus grand nombre de foyers français à très bas prix, sans être dans la logique promotionnelle, donc dans la durée et avec de l'équipement. Ça fait 4 ans qu'on se cassait la figure, 4 ans qu'on tentait des trucs, rien ne marchait. Et l'année dernière, on s'est dit, on n'y arrive pas, c'est pas grave, on va changer de méthode. Et là, on s'est ouvert aux parties prenantes et au monde associatif et des gens, au final, dont c'est le métier de gérer ces foyers-là. Et avec eux, on a réussi à sortir une offre. Ça a été une petite révolution pour des équipes marketing de se dire, voilà, je vais travailler différemment. Et au final, je vais donner les clés du camion, non pas à mes brillants marketeurs, mais au monde associatif qui va me dire au final comment je dois faire cette offre et quelle doit être cette offre. Et c'est ce qu'on a réussi à faire et ce qu'on a réussi à lancer. Mais ça aussi, c'est transformer l'entreprise que d'accepter de travailler en donnant aux parties prenantes, au final, presque le pouvoir de temps en temps sur ces choix-là. Inscrire notre histoire dans cette dynamique de RSE, ça a été aussi évidemment, à l'issue de la crise sociale, dont vous avez tous réentendu parler au moment du procès qui a eu lieu au mois de juin, évidemment, de repenser l'entreprise fondamentalement et de la repenser dans sa chair vis-à-vis de ses salariés, vis-à-vis de ses équipes, avec à la fois 2 données importantes. 1, retrouver cet ADN de service public, même si nous sommes une entreprise privée,
Cet ADN de service public, il coule dans nos veines et ça a été notre force et il fallait le revisiter. Moi, je ne suis pas fonctionnaire, je suis rentrée assez tard dans l'entreprise, en 2009, 2010. J'ai fait partie des filiales, mais c'était un peu différent. Et je suis très fière de cet ADN service public qu'on a souvent un peu tendance à brocarder, en tout cas qui a été brocardé ces dernières années et auquel moi je crois, parce que derrière service public, il y a service et il y a pour tous les publics, il y a peut-être bien commun, il y a bien public. Et donc on a fait aussi ce travail-là, d'essayer de retrouver et de ne pas perdre cet axe-là, et puis de se reconstruire après une crise sociale qui a été majeure, qu'on a acceptée en repensant le rôle des managers, en repensant la place des salariés, en repensant au final notre vision de l'entreprise, la temporalité, je vous l'ai dit, en repensant la façon, le contrat social de l'entreprise, les droits et les devoirs de l'entreprise, mais aussi ceux des salariés qui ont des droits et des devoirs. C'est pas simple, avec des hauts et des bas, avec, j'allais dire, par moments des coups de balancier trop à droite, trop à gauche. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous a fallu presque 10 ans, mais je pense qu'aujourd'hui, ça y est, on a une entreprise qui est solide, qui est fière, qui a retrouvé sa fierté. 92% des salariés de chez Orange sont fiers de travailler chez Orange. Ça a été un long chemin, mais c'est ce chemin-là qui nous a aussi permis de garder à l'esprit le fait que nous devions rester une entreprise vertueuse. Parce que nous avions failli, parce que nous avions connu l'échec et parce que nous étions tombés. Et ça fera partie de notre histoire. Et évidemment que nous construisons là-dessus. Et moi, je n'en ai pas... Enfin, je pense qu'il ne faut pas l'obérer et il ne faut pas réécrire le passé, mais il faut garder cette responsabilité-là à l'esprit. Et cette responsabilité, on l'a emmenée avec une responsabilité de proximité. Et on a complètement repensé la façon dont on se transformait, parce que nous n'avons pas arrêté de nous transformer ces 10 dernières années. Mais on l'a fait très différemment. En tout cas, on a essayé, et je pense qu'on l'a plutôt mieux fait, et plutôt bien fait. Et on l'a fait, j'allais dire, avec la construction du corps social, et en partant aussi de nos forces. Et une de nos forces, c'était au final, là encore un héritage du passé, la fondation Orange, qui est un point d'accroche très important pour l'entreprise, parce que notre fondation, en fait, elle est très, très ancrée dans notre métier qui est d'aménager le territoire, qui est d'être là pour éviter les ruptures technologiques, d'emmener les gens. On a 8000 salariés en France sur les 80 000 qui sont au final bénévoles, et donc on est reparti là-dessus aussi pour, j'allais dire, raconter cette histoire. Donc aujourd'hui, nous avons ce socle où l'entreprise s'est reconstruite, et elle s'est reconstruite d'une façon particulière sur lequel nous allons évidemment continuer d'écrire une histoire de RSE et peut-être plus forte dans les années à venir. C'est ce qu'on va petit à petit commencer à partager avec nos équipes en début d'année prochaine. Donc vous en avez un peu la primeur là aujourd'hui. Et puis évidemment avec nos stakeholders et nos parties prenantes. Et avec 2 axes forts. Par rapport à tout le chemin que nous avons parcouru ces 10 dernières années, nous avons choisi 2 directions importantes pour nous, pour construire cette vision, j'allais dire, vertueuse de l'entreprise et ce rôle vertueux de l'entreprise. Évidemment, c'est un engagement environnemental. Pourquoi environnemental ? Parce qu'aujourd'hui, on oublie que cette révolution numérique que l'on croit vertueuse, qui est silencieuse et dont on se dit, voilà, elle évite le papier, c'est parfait, etc., elle a quand même un défaut monstrueux, c'est qu'elle est consommatrice d'énergie, fondamentalement, et elle est émettrice des CO2 fondamentalement. Si on rassemblait au final l'ensemble de la consommation à travers le monde, des data centers, des antennes, des smartphones de vous tous dans la salle, je suis désolée, je vous mets dedans, mais vous avez une responsabilité comme moi, nous sommes le 6e pays le plus consommateur d'énergie et nous sommes le 7e pays, nous produisons le 7e pays le plus émetteur de CO2. On ne peut pas ne pas prendre en compte, quand on entend Sébastien, quand on entend Marie, et évidemment cette problématique-là. Ce sujet-là, nous, on l'a vu déjà depuis quelques années chez Orange. On n'a pas attendu ce sujet-là. Ça fait déjà maintenant presque 5 ou 6 ans que nous travaillons à essayer de réduire notre empreinte environnementale. On l'a fait à la façon Orange, en changeant un petit peu de technique par rapport au passé, très silencieusement. Aujourd'hui, on est le seul opérateur à travers le monde à avoir une double certification dont moi je suis fière, mais qui est très très loin de ce qu'on doit finir de faire. Ça, on va être clair. On a un label ISO 14001 qui récompense au final le système de management environnemental de l'entreprise et 50001 parce qu'au final, nos data centers que nous avons complètement repensés sont aujourd'hui les plus vertueux en termes d'émissions. Mais ça ne suffit pas.
Donc nous allons prendre ce sujet-là. On a commencé à le prendre depuis des années, à la fois dans notre activité tertiaire, vis-à-vis de nos équipes, de nos salariés, dans nos décisions d'installation technique. Nous l'avons mis aussi en place dans notre consommation d'énergie. On a lancé pour la première fois, il y a une semaine, une box que nous avons estimée plus vertueuse, plus sobre. Et alors c'est marrant parce que je vais vous raconter la réaction de la presse, c'est assez rigolo, j'en parlais avec Denis la veille de le lancer. Donc cette box qu'on a lancée, elle a 3 caractéristiques. Elle est 100% en plastique recyclé. Et donc nous sommes allés chercher à travers le monde quelqu'un qui était capable de nous fournir du plastique recyclé pour faire une box. Et bien on a trouvé une entreprise dans le monde. Et elle est en Autriche, donc voilà, il y a encore du boulot pour ceux qui ont envie. Cette box, elle consomme moins d'énergie, elle produit moins de CO2. Et puis on a décidé d'en faire une box qui n'était pas dans la surenchère technologique, ce que les opérateurs, vous savez, les gros bras là-haut, c'est moi qui fais le plus, je te fais du 10 gigas, du 50, du machin, du bidule, alors que vous n'en utilisez que même pas le 5e. Et donc on a choisi de faire une box vertueuse, sobre, qui globalement ne promeut pas les technologies de dans 2 ans ou dans 3 ans, mais celles d'aujourd'hui. Et c'est très amusant parce que la réaction de la presse a été je m'y attendais un peu. La presse technologique nous a dit « Oh, Orange, petit bras. Orange a perdu ses ingénieurs. Où est la surenchère technologique ?» Et elle n'a pas été très tendre avec nous. C'est pas grave. Et une presse grand public, par contre, qui, je pense, est plus sensible à l'environnement, a trouvé que c'était relativement courageux. Donc voilà, nous sommes au milieu du gué du courage. Nous, on reste convaincus que cette box, non seulement d'abord, elle est extrêmement bien technologiquement, elle satisfera exactement les besoins dont on a aujourd'hui besoin et qui sont nécessaires. Par contre, elle n'est pas dans la surenchère et elle va commencer au final à faire la pédagogie que l'on doit faire. Et j'allais dire, si le leader de son marché n'anticipe pas et ne prend pas ses virages avec courage, personne ne les prendra. D'où le fait que moi, j'assume qu'on les fait, les équipes l'assument, parce qu'on estime qu'au-delà de être un leader, c'est nous qui devons donner le là du marché, c'est nous qui devons prendre ces virages-là qui sont un peu compliqués, sur lesquels il faut que l'on aille ensemble, de réduire la consommation, de réduire ce qui est offert, qui est dans une surenchère qui n'est même pas utile, mais n'étant pas utile, qui produit et qui pousse à la consommation. Donc voilà un petit peu le premier axe qu'on a choisi de prendre. Le deuxième, il est celui de l'inclusion numérique. Et là, je vais vous dire, je pense que c'est peut-être le plus difficile que l'on ait et celui sur lequel je nous sens aujourd'hui le plus en difficulté, parce que l'inclusion numérique, c'est au final d'accompagner toutes ces personnes qui sont aujourd'hui au banc et en rupture de la technologie. Je vais vous donner 3 chiffres. Aujourd'hui, il y a 3 fractures pour moi en France. Il y a la fracture du réseau, effectivement, qui n'est pas partout. Mais c'est 6% des Français qui, aujourd'hui, n'ont pas un réseau très haut débit. Il y a une deuxième fracture qui est l'équipement. Et là, c'est 20% des Français qui n'ont pas les moyens de se payer un équipement. Ce n'est pas la même chose. C'est un peu moins de 20, c'est 15. Et puis, il y en a un gros qui est les usages. Et là, c'est 20% des Français qui ne sont pas capables d'utiliser les nouvelles technologies, le smartphone, les PC, qui expriment une peur, une incapacité par peur, une sorte de blocage qui est une forme d'analphabétisme ou d'illettrisme lié à la technologie. Et ça, c'est un sujet. C'est un sujet qu'on a pris, que nous avons pris, là encore en tant que leader. C'est peut-être le plus complexe pour nous à gérer. C'est le plus difficile. Mais voilà, on est au milieu du gué, on essaye de trouver comment, à travers la Fondation, à travers nos salariés qui sont bénévoles, à travers ces offres, on va, enclencher ce chemin-là. Il est très très loin d'être terminé, il est en cours. La plus grande difficulté quand vous emmenez une entreprise dans cette vision-là, elle est un petit peu ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est de faire converger l'action, de faire converger les équipes, et puis au final, d'avoir une réelle empreinte et d'avoir un réel pouvoir d'action, mais d'avoir une trace. Moi, je suis très attachée à la notion de trace, parce que globalement, on n'est pas là en train de se faire plaisir, on n'est pas là en train de dire « je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire de la RSE ». Si globalement, il n'y a pas de trace concrète de ce que l'on fait, nous aurons échoué. Et les jeunes générations qui sont aujourd'hui en train de rentrer en très grand nombre, c'est Orange, parce que nous avons une évolution démographique qui nous permet de recruter énormément de jeunes, quasiment 10 000 jeunes ces 3 dernières années, et on continue tous les ans aux alentours de presque 2 000, 2 500. Ils ne nous suivront pas, et l'entreprise n'a pas d'avenir. Donc voilà, j'ai essayé de vous raconter un tout petit peu peut-être l'histoire d'une entreprise
qui s'est construite sur une base de responsabilité sociale, puis sociétale, puis environnementale, et qui a essayé, j'allais dire, et qui essaye encore dans son histoire d'avancer. Nous sommes au milieu du gué, nous avons un socle fort, mais c'est un travail que je sais encore devant nous, sur lequel nous allons progresser pas à pas, avec toutes les équipes, et dont beaucoup qui sont là ce soir. Et moi, je suis très fière parce que je ne savais pas que mes équipes avaient choisi d'être là ce soir, certaines en tout cas. Et donc, je suis particulièrement fière. Levez la main, le orange, là, qu'on vous voit un petit peu. Ouais, parce qu'ils l'ont fait, enfin, sans savoir que nous serions là ce soir. Ça prouve que l'on bouge. Et ça prouve que l'on bouge, et que les managers et les équipes d'Orange ont bougé. Merci. Merci beaucoup, on vous applaudit, Fabienne. Merci pour ce moment de vérité encore. Allez, 2-3 questions courtes et des réponses courtes si vous en êtes d'accord. En préparant votre intervention, vous m'avez parlé de quelque chose qui est fondamental, c'est la liberté, votre liberté. En quoi est-ce que cette notion fondamentale vous aide dans votre rôle pour amener Orange vers le for good? Je pense que pour un dirigeant, il est très important de rester libre. Pourquoi d'être libre? Parce que ça évite d'être assujetti aux pressions dont je parlais tout à l'heure, les pressions du temps, les pressions externes. Moi, j'ai un parcours très atypique dans l'entreprise. J'ai une formation littéraire et j'ai une formation en sociologie politique. Et je me retrouve à la tête d'une entreprise d'ingénieurs. Dieu merci, ils sont très puissants et très bons, parce que ce n'est pas moi qui fais le job, là, je vous le dis tout de suite. Donc, j'ai une formation très atypique, puisqu'au final, j'avais commencé à travailler sur les risques technologiques, sur la difficulté qu'on a eu à prendre en compte les politiques publiques à prendre en compte le sida. Donc vous voyez, je travaillais, en fait ce qui m'a toujours intéressé, c'est l'entreprise, c'est la société, c'est l'empreinte que l'on laisse. Et au final, ça m'a donné une très grande liberté tout au long de mon parcours, parce que ça va faire au final 20 ans que je suis dans les télécoms, 20 ans que je me suis toujours posé la question de qu'est-ce que sera le monde de demain ? Et au final, quel est mon rôle dans l'entreprise, à tous les niveaux d'entreprise? Moi, j'ai commencé plutôt en bas. J'ai commencé comme responsable de la com, parce que quand vous sortez avec une thèse de doctorat, autant vous dire que l'entreprise, elle ne vous regarde pas avec des yeux formidables en me disant « vous êtes extraordinaire ». Et j'ai appris à comprendre cette entreprise, à la connaître. Ça m'a donné une très grande liberté, parce qu'au final, je ne suis pas là par hasard, mais presque. Et donc, je ne suis là que parce que j'ai des convictions, que parce que je les défends, que parce que je regarde la société dans laquelle je suis, et parce que j'essaye de pousser l'entreprise pour me dire il faut qu'elle soit là demain pour répondre à la société de demain. Donc c'est pour ça que je suis attachée à la liberté, parce que c'est mon driver. Et je pense que c'est un driver qui a de la valeur en ce moment, parce que la pression est dure pour tout le monde. Et on l'imagine, merci beaucoup. Deuxième et avant-dernière question, quelles sont justement, en plus de la liberté, les deux autres qualités humaines, humanistes fondamentales d'un leader for good? Être inscrit... Denis l'a dit tout à l'heure, être inscrit dans le temps, être inscrit dans le moment présent. Quand on est dirigeant, on est très vite isolé. On est très vite sorti du monde. Donc, rester inscrit dans le monde, comprendre ce qui se passe autour de soi, comprendre les problématiques, c'est pour moi fondamental. Le deuxième, je l'ai dit, c'est d'être libre. Et le troisième, c'est de se dire qu'au final, quand on arrive à être dirigeant d'une grande entreprise, on a quand même un petit vécu derrière soi, il ne faut pas se leurrer, hein. Et au final, ce vécu, c'est une force et c'est une faiblesse, parce qu'il enferme. Il enferme dans certaines convictions, avec le sentiment qu'on a déjà vu ce sujet-là ou qu'on sait comment il va falloir au final le régler. Et donc, je pense qu'une des grandes forces d'un dirigeant, c'est s'ouvrir. S'ouvrir en acceptant autour de soi des aspérités apportées par les tiers, du conflit, mais du conflit soft, mais au final, accepter que d'autres viennent challenger votre vision. Moi, je fonctionne avec une équipe extraordinaire qui est, je le dis souvent, comme un grand Lego, où chacun a une contribution. Cette contribution, elle est toujours différente de celle que je peux avoir ou que celle du voisin. Elle génère des aspérités, elle génère des frottements, et c'est ce frottement collectif qui fait que l'on avance. Je n'ai pas la science infuse, personne ne l'a. Et c'est pour moi peut-être ce qu'il ne faut jamais oublier quand on est tout en haut, qui est un vrai piège. On peut l'applaudir. Je m'aperçois que ni Emery ni Laurence n'ont répondu à la question, mais je ne l'aurais pas posée. Si, il a raison d'être. Bon. Chère Fabienne, qu'est-ce que vous pensez être votre raison d'être sur Terre? C'est très compliqué.
J'y réfléchis depuis que vous m'avez posé la question. Je pense que c'est, d'une certaine façon, c'est construire. Construire et construire une vision du monde que j'ai. Et j'étais en train de me faire la réflexion l'autre jour en y pensant qu'au final, je commence déjà par ma famille. Construire en laissant une empreinte à mes enfants d'une vision du monde que j'ai, à mon mari aussi. Il est professeur de sciences politiques, donc autant vous dire que ce n'est pas facile, mais bon, je le challenge. Puis après à mes collaborateurs, puis après à l'entreprise, avec peut-être une vision effectivement d'un monde que j'estime, enfin, tel que je l'ai vu moi, libre, ouvert, qui se challenge, qui accepte le conflit, qui accepte que ce ne soit pas simple, qui accepte l'incertitude. Et c'est tout le contraire du monde qu'on nous a décrit pendant des années. Il faut être sûr de soi. Je pense qu'il faut accepter l'incertitude comme moteur. Voilà. Merci infiniment.